Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo du diptyque consacré au Festival de films fantastiques de Gérardmer, édition 2017 qui était très prometteuse et pour laquelle j'avais pas mal d'attentes. On se retrouve quand même cette année avec voilà, une sélection très éclectique et vachement sympa, mais c'est quand même toujours avec une flopée de célébrités, un petit peu en mode Osef, on est venu manger de la raclette et puis les films on s'en branle un petit peu quoi. C'est un genre que je connais pas bien, le cinéma fantastique, donc c'est pour ça que j'ai accepté, pour découvrir un cinéma qui m'est un peu étranger. C'est l'opportunité et la chance pour nous de découvrir un cinéma de genre auquel on n'est pas lié par le fait moi je fais de la comédie. C'est une expérience pour nous, on n'a pas trop l'habitude de regarder ce genre de film régulièrement. C'est du cinéma de genre, donc la peur et de l'instinct, c'est pas intellectuel. En ce moment j'essaie juste de survivre de tout ce que je vois depuis tout à l'heure. De toute façon, ce sera jamais pire qu'avec Elsa Zilberstein et sa lettre d'amour au cinéma fantastique de l'année précédente. Le festival de Gérardmer, c'est vraiment angoissant. Bref, sans plus attendre, on va passer au vif du sujet avec ces 14 films que j'ai pu voir au festival de Gérardmer et pour lesquels je vais vous faire un petit compte-rendu chacun. Ça va être un petit peu long, mais c'est ça qui est bien. C'est parti! Clown, le gentil père de famille qui se transforme lentement mais sûrement en bouffon mangeur de mômes. What are you doing down there, Daddy? Une excellente entrée en matière. C'est tout simplement un concentré, un archétype de tout ce qu'il faut dans un bon petit film d'horreur sans prétention. Il n'y a ni trop ni trop peu, ce qui est déjà bien au-delà de mes espérances quand on a un titre et une affiche aussi clichés. On présente donc cette mythologie plutôt sympathique dans laquelle un homme normal enfile un costume de clown qui s'avère être en réalité la peau d'un démon nordique qui prendra progressivement possession de son corps. Donc voilà, les clowns seraient des créatures maléfiques qui vivaient dans les montagnes il y a fort longtemps et qui avaient le nez rouge car atrophié par le froid et descendaient une fois par an pour dévorer 5 jeunes enfants afin de passer l'hiver tranquillou à hiberner pépère pervers. C'est chargé d'humour noir, c'est super cynique et les prothèses, les maquillages sont vachement bien. Les personnages sont tous très attachants, en tout cas ceux qui sont censés être attachants le sont, et vraiment on garde intacte toute l'empathie qu'on peut ressentir pour notre héros paternel au destin tragique, ce qui est quand même balèze parce que je rappelle qu'il dévore des enfants, c'est mis en scène de telle manière qu'on arrive presque à lui pardonner, et même si par la suite voilà, ça part en boucherie bordélique, il y a quand même encore des thématiques assez sombres et pertinentes qui sont abordées, et ça c'est très appréciable. Donc en bref, un film d'horreur pas hyper original, mais avec suffisamment de renouvellement de situation pour qu'on garde un intérêt à poursuivre l'histoire, et ça fonctionne. Mention bien. Sam was here. Le mec qui se fait tirer dessus dans le désert et qui va tenter de sauver sa peau. Film beaucoup plus structuré que je l'aurais pensé. Je m'attendais à un rythme vachement moins construit et c'est pas aussi absurde et décalé que je l'aurais pensé. On a donc ce personnage principal de Sam qui est dans le désert à faire du porte-à-porte, qui aimerait bien aller retrouver sa famille à Los Angeles et fêter l'anniversaire de sa fille. Et malheureusement, il tombe en panne dans cette zone désertique, riche en sable, mais pauvre en chaleur humaine. Alors au bout d'un moment, il finit bien par croiser du beau monde, mais qui lui veut pas du bien, évidemment. Je développerai pas davantage, parce que j'ai quand même un petit peu envie de vous laisser la surprise si vous avez l'occasion de le voir, surtout que c'est facile d'en dire un petit peu trop avec ce film. Donc je dirais juste que quand la projection a eu lieu, on a eu la chance d'avoir Christophe Deroux qui était présent dans la salle et qui a pu introduire le sujet de sa bobine. Alors il a mis en avant son amour pour les épisodes de la 4e dimension, et c'est vrai que ça transpire dans son œuvre, hein, vraiment, il y a une volonté de mettre le spectateur dans l'inconfort et dans l'étrangeté. Il a aussi fait un petit topo vite fait sur sa difficulté à faire financer le film en France, schéma tristement classique. Et ce film, même s'il n'a pas quoi que ce soit de vraiment bouleversant, ça reste une œuvre qui m'a un petit peu parlé. J'en retire quand même un certain capital sympathie, notamment du fait de ses nombreuses références à une saga jeu vidéoludique que j'apprécie tout particulièrement. Parce que ça me paraît évident qu'il n'y avait pas que la 4e dimension dans le lot. Pour moi, il y a
vraiment une inspiration profonde Silent Hill. Je pense qu'il y a beaucoup trop de références aux jeux de Konami pour que ce soit un pur hasard. On a le protagoniste Monsieur Tout-le-Monde, la poupée flippante qui vous observe du coin du lit, avec un air inquisiteur, le mystérieux trou dans le mur qui s'agrandit de manière inexplicable, la cassette vidéo qui révèle un truc pas cool à la fin. Il y a exactement la même porte abusément cadenassée que dans l'épisode 4. En règle générale, je suis pas hyper fan de ce genre de cascade de références à outrance. Un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Stranger Things cet été. Ah, c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment apprécié cette sensation de revoir tous les films que j'ai déjà vus. C'est-à-dire que c'est tellement calqué sur tout ce qui existe déjà que voilà, ça m'a empêché de l'apprécier. Mais dans le cas de Sam Wozir, je trouve que c'est adroitement utilisé et que ça permet de raconter une histoire cohérente sans trop la polluer. Alors après, c'est un peu dommage de faire un long métrage dont on comprend l'issue finale dès les premières minutes, hein, parce que quand on connaît un petit peu l'univers des Silent Hill, on connecte plus rapidement certains éléments entre eux, mais si tu connais pas, ça peut le faire. Alors reste que c'est un film esthétiquement très fort, avec une bonne bande-son électro des années 80 comme c'est la mode depuis Drive, avec une réalisation bien chiadée, un acteur très convaincant, mais surtout le meilleur acteur de dos que j'ai jamais vu de ma vie. Je ne spoil rien, mais pour ce travail sur la gestuelle du corps, sur l'expressivité des muscles, le film vaut la peine d'être vu. En bref, une œuvre de bon goût, ultra référencée, mais très digeste que je vous recommande en tant que bon petit thriller psychologique. Surtout que c'est un film français et que c'est bien de soutenir un petit peu le cinéma fantastique en France qui a vraiment pas le vent en poupe. Interchange, le photographe et le flic qui enquêtent sur des meurtres en série en lien avec un mystérieux homme poulet. Pas évident à aborder celui-là. D'un côté, on a une réalisation qui se calque littéralement sur les codes du cinéma de divertissement américain, ce qui fait qu'on est en terre inconnue, et de l'autre, on se retrouve avec des éléments culturels asiatiques qu'on a un peu de mal à assimiler et qui fait qu'on se retrouve plutôt en terre inconnue. Alors, principal souci, c'est très compliqué à suivre, mais alors j'ai eu un mal de chien à comprendre exactement pourquoi en fait. Alors je veux dire, c'est pas un film si compliqué que ça, le rythme est pas si décousu par exemple, hein, et j'étais pas spécialement fatigué, mais j'étais en permanence dans l'incapacité de m'investir dans le scénario. Je pense sincèrement que tout l'avancement de l'enquête policière est très mal géré, on perd constamment le fil, on a toujours des séquences qui s'enchaînent super maladroitement, et on comprend jamais trop pourquoi une action est liée à une autre. Je peux pas me dire que c'est volontairement désordonné, j'ai pas la sensation qu'on est dans un film de David Lynch, je pense pas qu'on soit dans ce genre de scénario. Là, je pense vraiment que ça vient d'un manque de savoir-faire de la part des équipes en fait. Comme s'ils voulaient faire un truc à l'américaine, mais qui savait pas vraiment comment ça marche. Alors par exemple, le flic s'appelle Detective Man. Mais genre, il est vraiment crédité comme ça, à la fin c'est marqué Detective Man. Mais c'est vraiment pas censé être drôle ou décalé, hein. C'est pas un super-héros, c'est un flic, normal. Et j'imagine qu'il s'appelle Jean-François Mann, un truc comme ça, quoi. Enfin bref, voilà, le gros problème c'est qu'on n'a pas cette sensation de progression dans l'enquête. Et bah, c'est bien dommage, parce que vraiment, d'un point de vue culturel, visuel, on a des choses très rafraîchissantes, très exotiques, des choses originales qu'on n'a pas l'habitude de voir, même si ça mène à des imageries numériques un peu douteuses, notamment concernant l'homme poulet, qui rappellera peut-être plus Birdemic à certains fans de gros nanars. Et voilà, bon, il y a quand même quelques moments de grâce, mais globalement, je dirais que l'arrivée ne méritait pas le chemin parcouru. Rupture. La mère de famille séquestrée par des gens chelous qui lui mettent des araignées sur la tête pour lui faire peur. Order must be restored. Do you understand? Légère surprise au niveau de la structure du scénario. Alors si vous avez l'habitude de voir des films de séquestration, en général vous savez que si le héros arrive à s'échapper au bout de seulement 20 minutes, il y a anguille sous roche et ça veut dire que grosso modo, à 2 mètres de la porte de sortie, il va bien finir par se faire rechoper et traîner de force dans sa cellule, quoi. Et ben là, quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'une fois l'héroïne détachée de son lit grâce au cutter de Tchekhov, et ben cette dernière passera le reste du film à arpenter les conduits d'aération du mystérieux laboratoire de torture psychologique en quête de réponse à ces questions. Alors cette libération anticipée, c'est pas mal, parce que franchement, 1h30 de torture à base d'araignées sur la gueule,
je pense que ça m'aurait un peu gavé. On se retrouve plutôt avec un film d'infiltration, avec à la clé le besoin d'enquêter sur l'identité et les intentions des ravisseurs qui se révèlent plutôt intrigantes, même si c'est loin d'être original selon moi, mais ça a le mérite de suivre une courbe de progression très bien orchestrée et qui fait qu'on s'ennuie jamais quoi. L'empathie pour le personnage de Noomi Rapace est totale, elle est inquiète mais débrouillarde, fragile mais motivée et on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. En bref, un film sympa, sans plus, avec une structure plus originale qu'il y paraît, qui dévoile progressivement un embryon d'univers intéressant qui pourrait peut-être se développer davantage dans une suite ou deux, histoire de vraiment exploiter le potentiel de l'intrigue, parce que là, ça ressemble quand même davantage au pilote d'une série qui aurait été annulée en fait. On se dit « Ah, tiens, pas mal », mais bon, ça s'arrête là. On l'appelle Jigrobot, la petite frappe de la mafia qui devient un cogne dur héroïque. C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce. Io lascio un segno. È come un viaggio nella notte finisce. Dimmi che senso ha. Alors non seulement ce film italien est à la hauteur de ce que la bande-annonce proposait, mais en plus, il se permet de dépasser mes attentes. En termes de divertissement, c'est certainement le film le plus généreux de la sélection. Jigrobot, c'è dell'azione, dell'umorissimo, dei supereroi, dell'emozione, della buona musica, del ritmo, della crema d'anete e della pornografia. Donc effectivement, c'est pas vraiment destiné aux enfants, puisqu'on a comme personnage principal un malfrat marginal qui passe toutes ses journées à manger de la crème d'aneth en matant des films porno achetés au bureau de tabac du coin. Le mec n'a juste aucun autre but dans la vie que de se bourrer de crème dessert et de se dégorger le poireau. Et puis vient le jour où il se retrouve doté d'une super force après avoir inhalé des produits toxiques par accident. La routine, vous me direz. Il peut maintenant plier des radiateurs à main nue, jeter des cailloux à la vitesse du son et encaisser des coups comme un Terminator. Du coup, premier truc qu'il fait avec sa nouvelle force herculéenne, il défonce un distributeur de billets et il va s'acheter 50 kilos de crème d'aneth et une bonne vingtaine de films porno. Et en fait, c'est déjà ça qui est bon dans le film, c'est l'excellente galerie de personnages qui sont tous paumés, complètement décalés de la réalité. Le héros a aucune vie sociale, l'antagoniste c'est un mafioso lunatique qui aspire à la célébrité à n'importe quel prix, quitte à faire de la télé-réalité. Et le love interest, c'est une nana qui a complètement perdu les pieds sur terre, qui est complètement convaincue de vivre dans un animé japonais. Du coup, c'est justement elle qui va donner le nom de Jigrobot à notre super asocial italien principal, tout simplement parce qu'elle est convaincue qu'il sort directement du manga du même nom. Alors d'ailleurs, petite parenthèse explicative, parce qu'on s'était un petit peu posé la question avant le film, oui, Jigrobot, c'est un animé qui existe, ça date des années 70, ça a connu un énorme succès en Italie, où apparemment ça a été à l'origine de la création d'une fanbase très solide. Et ce qui est marrant, c'est qu'en France, je pense que c'est pas très connu, en tout cas, c'est beaucoup moins connu que Goldorak, mais du coup, j'adore l'idée de jouer avec cette petite exclusivité de la culture italienne, en fait. C'est con ce que je vais dire, mais je trouve ça super exotique. Donc bref, pour revenir au film, on a donc ce petit monde qui va se réunir dans une intrigue faite de quiproquos et de péripéties vraiment bien cuisinées, dont j'avais envie de ne perdre aucune miette. Et pour le reste, j'ai trouvé que c'était un divertissement pas loin de la perfection, en fait. C'est un film, je pense, que je prendrais plaisir à le regarder plusieurs fois, et c'est pas toujours le cas des films que je vais voir à Gérardmer, mais comme je l'ai dit au début, il y a tout ce qu'il me faut, et c'est sans fausse note, quoi. Bon, je précise quand même que le film dure pas loin de 2 heures, et ça, c'était la réflexion que j'entendais partout dans le festival, c'est que ça aurait pu être un peu plus court. Mais ça vient pas tellement de la durée du film, ça vient surtout du fait qu'il y a un 4e acte. En fait, un 4e acte, ça commence souvent dans un moment où on a la sensation que le générique pourrait démarrer. Plein de choses sont réglées, ça pourrait vraiment se terminer là, mais là, c'est pas le cas. Là, on a un petit peu la suite du film, en 4e partie, en bonus. Mais moi je me plains pas, ça m'a fait plaisir. Jigrobot, je vous le conseille à 100%. Au pire, vous le trouverez moyen sans plus, mais d'un point de vue personnel, j'ai adoré. The Void, les monstres venus d'une autre dimension qui veulent tentaculer tout ce qui bouge. Alors tout d'abord, avant de parler directement du film, je voulais juste préciser à quel point j'avais apprécié la prestation de Malcolm McDowell dans le rôle de ce scientifique qui ouvre un trou noir vers un autre monde, même si je dois avouer que j'ai eu un petit peu de mal à le reconnaître, déjà parce qu'il avait quelque peu grossi et peut-être même carrément changé de gueule finalement. Voilà, donc en fait, j'avais dit dans la première vidéo que c'était un film avec Malcolm McDowell, mais en fait non, rien à voir, c'est Kenneth Welsh.
Et là où c'est encore plus cocasse, c'est que j'avais prévenu tout le monde pendant le festival qu'on allait voir un film avec Malcolm McDowell, et pendant la projection, quand arrive ce mec avec une blouse blanche, on s'est tous regardés en se disant « Hey, mais c'est lui !» Et puis, ben non, c'était pas lui. Bon alors je dirais, pour notre défense, que après tout, y a rien qui ressemble plus à un vieux qu'un autre vieux, mais ça sonnerait un petit peu raciste sur les bords. Bon voilà, je vais tout simplement admettre que je me suis trompé et assumer mon erreur, donc je suis désolé d'avoir confondu le film The Void de 2001, dans lequel Malcolm McDowell joue un scientifique qui ouvre un trou noir, et le film The Void de 2016, dans lequel un sosie de Malcolm McDowell ouvre un trou noir vers un autre monde. Parce que oui, pas de bol, y a un film de 2001 qui s'appelle The Void, et qui a un scénario plutôt similaire à celui que je suis allé voir à Gérardmer cette année, sauf que c'est pas du tout un film d'horreur, c'est juste un gros nanar de science-fiction avec Amanda Tapping et Adrian Paul. En bref, je suis désolé d'avoir confondu les deux films, je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée. D'un autre côté, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, parce que personne ne m'a fait la réflexion dans les commentaires de la vidéo précédente. Mais parlons un petit peu de ce The Void de 2016. Alors c'est un huis clos qui se déroule dans un hôpital isolé en pleine forêt, où plein de personnages qui ne se connaissent pas se sont retrouvés là par hasard et vont devoir lutter ensemble contre des monstres pas très gentils, ainsi que des membres d'une secte un peu bizarre fans du jeu Zelda. Je parlerai pas trop des personnages, rien de vraiment catastrophique, au contraire, ils sont plutôt bien interprétés, ils sont plutôt bien écrits, mais il y a rien de transcendant, c'est des archétypes de personnages qu'on a déjà vus assez souvent. Cela dit, c'est correct, et on a suffisamment d'empathie pour ne pas avoir envie de les voir se faire déglinguer, mais globalement, je suis assez déçu de la réalisation parce que je m'attendais à bien pire en fait. Parce que la bande-annonce présentait vraiment des images atroces qui avaient l'air d'envoyer du lourd, et en fait je me suis rendu compte que l'intégralité des plans que j'ai vus dans cette bande-annonce correspond pas du tout au film que je suis allé voir. Donc ce film veut vraiment me faire chier jusqu'au bout quoi. Donc en fait, l'explication vient du fait que toutes les images qui sont dans la bande-annonce ne proviennent pas du tout du long métrage que j'ai vu à Gérardmer, mais sont en fait des images provenant d'un teaser qui a été réalisé en amont pour une campagne, c'est pas Ulule, c'est l'autre, Kickstarter je crois. Il se trouve que le film final est peut-être trop propre. Je trouve qu'il y a une imagerie numérique un peu trop lisse et que ça rend tous les détails perceptibles. Et c'est un peu chiant, surtout au niveau des maquillages. Et c'est dommage parce que je suis assez persuadé que si l'image était un peu plus salie ou un peu plus floue, on aurait un résultat qui fonctionne mieux, pour qu'on retrouve un aspect un peu plus viscéral, quoi. En résumé, un petit film sympathique, fait par des passionnés, pour les aficionados du genre, mais qui manque pas mal d'ambition parce que c'est quand même pas le tout de juste nous balancer des créatures en caoutchouc en pâture, faut aussi avoir une histoire à raconter quoi. Orgueil et préjugés et zombies, le mash-up où Cendrillon dégomme des morts vivants au katana entre deux balles mondains. Within weeks, the dead began to rise. This cannot be. Œuvre parodique dont la fascinante fidélité avec l'œuvre d'origine est aussi déconcertante que jouissive. Alors ça se déroule durant l'époque géorgienne, et non pas victorienne, comme je l'ai balancé sans réfléchir dans la vidéo précédente. Preuve irréfutable que je ne suis pas un authentique prof d'histoire consciencieux, auquel cas je me serais déjà fait seppuku depuis longtemps. Comme annoncé, le film est généreux, bien rythmé, drôle et d'une imagerie gore des plus délectables, très chère. Le mélange des genres fonctionne de A à Z, et pourtant on était plus d'un avant la séance à sentir venir le nanar volontaire qui se perd dans ses intentions. Hein. On est donc heureusement très loin d'un film torché avec les pieds par Paul W. Anderson. Hein. Ici les délires et l'action gardent une place suffisamment cohérente pour laisser le scénario et les personnages respirer à travers leur épais corset. C'est donc bien l'histoire de Orgueil et préjugés de Jane Austen, mais avec un petit peu moins de Keira Knightley et un petit peu plus de zombies. On y suit les amourettes compliquées des 5 filles Bennett avec les garçons de la société britannique, tout ça entre deux joutes verbales sanglantes qui se déroulent au cœur fumant d'un contexte historique fumeux des plus travaillés. Parce que ce qui ébahit véritablement les papilles gustatives, c'est cette cohérence permanente du récit, avec ce contexte géopolitique bien peaufiné qui entoure cette histoire de peste qui fait revenir les décédés au grand jour. Et en fait, faut savoir qu'entre ce remix mortifère et le roman de Jane Austen, il y avait déjà eu le livre Orgueil et préjugés et zombies, qui date
date de 2009. Donc, ce film, c'est l'adaptation d'une réinterprétation d'une œuvre classique. Et malgré tout, on n'y perd rien à l'arrivée. Alors, j'ai pas lu le bouquin, mais je me base sur la version que j'ai vue avec Colin Firth. Et franchement, les enjeux de l'œuvre originelle sont là. Il y a l'humour mordant, l'ironie et le cynisme de base sont conservés, et de nouvelles intrigues poignardantes sont greffées ça et là, avec beaucoup de passion et d'intelligence. Alors, il y a un joli casting, encore plus étoffé que je le pensais. On retrouve Matt Smith, qui fait du Matt Smith, c'est-à-dire il cabotine partout comme un petit chien fou, il a l'air de bien s'amuser, c'est tout à fait irrésistible. Lily James, qui me fait complètement oublier sa participation à cet effroyable film live Cendrillon, et Charles Dance et Lena Headey, respectivement le père et la fille Lannister, qu'on est toujours très heureux de retrouver. Voilà, donc j'ai vraiment apprécié, je pense que c'est un bon film. Après, je regrette qu'il n'y ait pas ce petit plus, ce petit truc indescriptible qui fait que ça pourrait atteindre un statut de film culte. Je trouve que ça vient quand même de la réalisation qui est un petit peu proprette et qui manque de force. Et également, je dirais que les chorégraphies sont pas de première fraîcheur. C'est du kung-fu minimum syndical, quoi. Ça joue pas à fond avec le concept. En fait, c'est un peu du niveau d'une scène de baston dans un épisode de Buffy contre les vampires. Ça rythme. Ça fait le café, mais c'est pas la crème de la crème. Mais malgré ça, je vous le conseille chaud cacao, parce que mine de rien, en termes de divertissement, ça y va pas avec le dos de la main morte. The Autopsy of Jane Doe, le cadavre impossible à identifier qui va donner du fil à retordre à un duo de légistes de père en fils. First, they bound her, then they ripped out her tongue, poisoned her, paralyzed her, forced her to swallow the cloth. What is that? Alors ce film a été excellemment bien accueilli par les festivaliers, il a reçu le prix du jury jeune, et je trouve que c'est une récompense qui lui va comme un gant, mais je vais y revenir tout à l'heure. J'avais des attentes, j'avais beaucoup apprécié le dernier film de André Øvredal, et même si la bande-annonce m'avait pas excité des masses, je me suis dit que ça cachait peut-être une surprise quelque part pour renouveler le niveau. Objectivement, ce long métrage, je l'ai trouvé correct, mais désespérément correct. Alors je me dis, c'est surtout correct si c'est le premier film d'horreur que vous voyez. Et là vous faites le rapprochement avec ce que j'ai dit tout à l'heure avec le jury jeune. Alors je vais commencer par ce qui m'a paru très réussi. D'abord le film retranscrit habilement la froideur des séquences d'autopsie, on perçoit bien l'aisance que ressentent nos protagonistes à gérer ce genre de situation au quotidien. Ouvrir un cadavre au petit déjeuner, trifouiller dedans, ça leur coupera pas l'appétit, on a compris. Alors j'imagine que c'est ce qui a pu intéresser ce jeune public et la plupart des gens, c'est-à-dire ce point de vue sur la mort, très décomplexé et très scientifique, premier degré. Cependant, je trouve que ça mène pas à grand chose d'autre que des scènes de viande découpées en gros plans. En fait, c'est un petit peu comme un torture porn, sauf que la victime, elle crie pas, elle se plaint pas, parce qu'elle est morte. Donc en fait, c'est un petit peu plus posé. Alors voilà, je sais pas, après, si cette boucherie gratuite, c'est tant du cinéma que du tutoriel dissection, en fait. Bon, par contre, deuxième chose intéressante, la découverte des origines de Jane Doe. Alors là encore, je dirais que c'est une bonne révélation, certes un petit peu gâchée par cette bande-annonce un peu trop bavarde qui en dévoile trop, et le problème c'est que le scénario il se repose beaucoup trop sur ce retournement de situation, Et c'est vraiment pas le tout d'avoir un twist, c'est bien si le chemin qui nous y mène est intéressant lui aussi, quoi. Et là, je pense qu'on a une courbe de progression qui est très imparfaite. Et il y a du jumpscare, des pelletés de jumpscare, à plus savoir quoi en foutre, et punaise, mais vous savez à quel point je déteste ça, quoi. Je trouve que c'est le procédé cinématographique le plus feignant de l'histoire du cinéma. J'avoue que j'ai beaucoup de mépris pour les films qui exploitent trop ce filon, et là on nage en plein dedans, quoi. En bref, je dirais que si vous n'êtes pas trop exigeant en matière de films d'horreur, ou que vous avez une passion toute particulière pour le gore, faites-vous plaisir et matez-vous The Autopsy of Jane Doe, mais personnellement, je trouve que c'est tout à fait dispensable et résolument oubliable. Under the Shadow, la mère de famille iranienne qui subit des phénomènes paranormaux sous son toit depuis qu'une bombe l'a traversée sans exploser. Alors, vous vous rappelez ce que je viens de dire il y a 2 secondes sur The Autopsy of Jane Doe, comme quoi c'était un film qui pouvait s'apprécier si c'était le premier qu'on voyait dans sa vie? Et ben là, c'est encore pire! Under the Shadow, c'est donc un film où un esprit frappeur hante un appartement. Il va d'abord le premier soir faire tomber un cadre du mur, et puis le deuxième il va faire tomber un vase, le troisième il va se décider d'aller un petit peu plus loin et de jouer avec les lumières, et puis au bout d'une semaine il va enfin se décider à arrêter de faire des petites farces de merde et apparaître pour vraiment foutre les boules à tout le monde. Bref, c'est Paranormal Activity atterrant, et je peux pas m'empêcher de me demander mais pourquoi? Je veux dire, l'année dernière je pointais du doigt un film de mort-vivant qui avait pas d'autre ambition que d'être le premier film de zombies suédois.
Ben là c'est pareil quoi, j'imagine que c'est le premier film de fantôme iranien, ou alors c'est peut-être pas le premier, mais j'imagine que c'est un des premiers, surtout qui se calque sur une mise en scène complètement à l'américaine. Mais admettons, je vais quand même essayer de vous dire ce qui ressort de positif selon moi dans ce film qui m'a quand même gonflé du début à la fin. Alors déjà il y a un climat de tension lors des bombardements, on est en 88 et l'Irak bombarde fréquemment Téhéran depuis plusieurs semaines, et c'est plutôt glaçant de voir tous ces habitants qui regardent les missiles tomber au loin et de les entendre exploser, mais genre ça leur fait pas plus bizarre que ça fait partie de leur quotidien. Alors ensuite, le personnage de la mère et son rapport à la société post-révolution iranienne. Alors c'est développé principalement au début pour présenter l'héroïne alors qu'elle reprend ses études, mais se retrouve confrontée au regard des hommes qui vont juger plus judicieux pour elle de s'occuper de sa famille. C'est ensuite plutôt mis de côté jusqu'à une scène en milieu de film que je vais me permettre de vous spoiler, mais c'est pas très grave. Au bout de la 50e nuit que le fantôme tape sur le radiateur pour énerver tout le monde et le spectateur en premier, la mère se réveille en pyjama, paniquée, elle prend sa fille dans les bras et elle sort dans les rues de Téhéran sans prendre le temps de se changer. Alors elle est là, elle est affolée, et puis d'un coup elle voit des soldats devant elle, et là la réaction qu'on attend tous en tant qu'occidentaux, c'est que les soldats la prennent à partie et lui demandent « Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un problème, madame ?» Sauf qu'on est en Iran, et comme elle est en petite tenue au milieu de la rue, et ben les soldats ils lui disent plutôt « Eh connasse, tu t'es cru en Europe ou quoi ? Va donc passer une tenue plus correcte, espèce de sale péripatéticienne dévergondée !» Donc voilà, j'ai pris le temps de vous décrire cette scène parce que je la trouve vraiment intéressante, c'est ce qui fait que on pourrait pas avoir ça dans un autre film, mais vraiment, pour le reste, on est dans Conjuring, les dossiers Warren, une redite, une énième. Et alors déjà, Conjuring, je suis pas hyper fan, mais alors imaginez-moi devant ce distributeur de jumpscares à la chaîne, quoi. Alors je veux bien que dans ce contexte politique, le fantôme devienne une sorte de métaphore de la société conservatrice qui oppresse la femme. Et c'est des très bons thèmes, c'est très pertinent. Mais ça n'empêche qu'à la fin, on a un film tout plat comme une pita. Et ce film que j'ai détesté, eh bien il a obtenu le prix du jury, mais au moins le prix du jury ex aequo avec Jig Robot. Donc ça va. Mon avis, c'est que Under the Shadow, il a été récompensé pour des raisons plus politiques qu'artistiques. Et après, je dis pas, c'est bien d'encourager le cinéma iranien, et surtout le cinéma fantastique iranien, bon même si techniquement le film est britannique, mais passons. Après, si c'est pas pour cette raison-là, c'est l'incompréhension totale. C'est vraiment le film de fantôme le plus banal qui m'a été donné de voir, et je peux pas me permettre de vous le recommander, ou encore une fois, à moins que ce soit le premier film d'horreur que vous voyez de votre vie. Là, pourquoi pas, mais autrement, passez votre chemin. The Girl with All the Gifts. Les enfants étudiés dans un centre militaire dans le but de trouver un remède contre une épidémie mondiale de zombies. I am producing a vaccine, and she is the main ingredient. What am I? Hope. On quitte enfin le lot de films pas géniaux pour enfin accéder au haut du panier. Enfin, après des décennies de remakes non assumés, de pâles copies sur feuille simple de tout ce qui avait déjà été fait par Romero, quelqu'un décide de faire un film de zombies qui raconte autre chose, avec un regard nouveau. Alors Romero lui-même avait déjà fait Land of the Dead, où on suivait une horde de morts-vivants avec la même attention que les protagonistes en chair fraîche. Et là on est dans une sorte d'entre-deux, puisque notre fille qui a tous les cadeaux, comme le dirait le titre dans la version québécoise, en vrai ça a été traduit par celle qui a tous les dons. Bref, eh bien notre jeune héroïne, Mélanie, est en fait une humaine, mais porteuse du virus zombificateur. Mais tout ça dépourvu des petits effets secondaires indésirables, tels que le QI d'huître, ou encore le cannibalisme incontrôlé. Raison pour laquelle elle est enfermée avec quelques-uns de ses copains dans un bunker, surveillé par des militaires un poil tendus, en attendant que les scientifiques trouvent un vaccin qui permette aux gros mangeurs de chair humaine de débuter un régime. Alors le film est clairement découpé en 3 parties distinctes. La partie claustrophobe dans le bunker, qui s'enchaîne très très vite par la seconde, qu'on dénommera la partie The Last of Us, où il va falloir survivre en zone occupée, et la dernière partie qui selon moi est la plus intéressante et que donc je ne vais pas vous spoiler, mais en tout cas ça prend une tournure assez inattendue pour un film du genre. Mais clairement le potentiel de ce film il vient surtout de sa réalisation qui est hyper léché. Il y a notamment des scènes de poursuite au cœur de l'action en plan séquence qui sont vraiment très ambitieuses. Les acteurs sont parfaits, la gamine est au top. Glenn Close, elle se donne à 200% dans un rôle assez inédit pour elle. Il me semble vraiment pas qu'elle ait déjà incarné un personnage de scientifique badass comme ça. C'est jubilatoire, c'est nerveux comme il faut, c'est poétique comme il faut et ça prend vraiment aux tripes quoi. Et alors mention spéciale à la musique qui a été récompensée par un prix remis par le groupe Aaron et qui est très planante. En fait c'est des nappes de voix qui font des accords assez envoûtants, des sortes de ouh, et ça paraît très humain, puis d'un coup ça part dans des tessitures complètement improbables et ça fait très artificiel, et du coup je trouve que cette ambiance musicale colle parfaitement au personnage central de la petite Mélanie qui ressemble à une humaine, mais qui n'en est pas tout à fait une.
En bref, foncez voir The Girl with All the Gifts. Si vous êtes fan de zombies, si vous êtes fan d'Apocalypse, de poésie, de mycose, de Glenn Close, vous aurez à boire et à manger et plus si affinité. Terra for Mars, les Stormtroopers super saillants qui débarquent sur la planète rouge pour poutrer du cafard bodybuildé. C'était sympatoche, surtout au début, mais alors il y a des vrais soucis de longueur. Alors vous avez été nombreux dans les commentaires de la première vidéo à me confier votre amour pour le réalisateur Takashi Miike, que je ne connaissais pas du tout, mais après avoir vu ce film, je ne suis pas encore certain de vouloir y remédier. Alors c'est un film adapté d'un manga, et ça exploite à fond les codes, pour le meilleur et pour le pire. Pour le positif, on a effectivement un surjeu assumé de la part des acteurs qui est assez jouissif. Alors c'est-à-dire qu'on a des personnages qui commencent à parler très sérieusement et très calmement, quand soudain ils se mettent à faire de nulle part des chorégraphies de J-pop. Bon, tout ça pour nous réveiller entre deux séquences interminables de dialogues inintéressants, mais je vais y revenir tout à l'heure. Le film est pas trop mal fait, franchement les cafards en CGI ils sont plutôt bien texturés, ils sont assez convaincants, mais il y a des gros ratés, notamment sur la physique de certains objets qui bougent d'une manière tellement bizarre qu'on dirait que ça a été fait avec le moteur du jeu Goat Simulator. Cependant, il y a des maquillages très inspirés pour certaines transformations des personnages principaux qui vont fusionner leur ADN avec celui d'autres insectes pour combattre ce Capharnaüm. Puis la musique est cool, bien dynamique, gros riff de guitare saturé et J-pop à gogo. Mais après, on part un petit peu dans le syndrome Dragon Ball Z, c'est-à-dire que tous les combats finissent par durer des plombes. Pourtant, ça démarre à 100 à l'heure, je veux dire, ils débarquent à peine sur la planète rouge, ils rencontrent tout de suite les antagonistes et ça part tout de suite en cacahuète. Donc on se dit, c'est pas possible, ça va être plié en une demi-heure ce truc. Et en fait, non, ça tire à fond sur la corde pour essayer de gagner du temps en développant les personnages à travers des dialogues pour nous faire comprendre pourquoi ils sont embarqués là-dedans. Et ça part d'une bonne intention, parce que là je suis quand même en train de me plaindre du fait que les personnages sont trop développés. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de rôle. Et c'est un peu bizarre d'avoir ce ton ultra décérébré où ça part en combat absurde toutes les 2 secondes et puis d'avoir soudain une longue tirade sur les motivations quasiment hors sujet d'un mec qui voulait gagner de l'argent pour soigner des enfants malades. C'est trop cliché pour qu'on puisse s'investir, mais c'est pas assez déjanté pour que ce soit raccord avec le reste, et du coup ça devient chiant. Donc gros problème de narration, de rythme qui s'accélère et se ralentit pour finalement stagner inutilement, quelques envolées ponctuelles d'allégresse, mais globalement c'est assez indigeste quoi. The Lure, les 2 sirènes polonaises qui deviennent les stars d'une boîte de nuit ringarde. C'est une comédie musicale, et franchement j'ai pas grand chose à rajouter. Donc voilà, c'est des sirènes polonaises qui découvrent les joies de la vie urbaine et qui vont charmer les clients d'une boîte de nuit spécialisée dans la musique électronique. C'est pas trop mal rythmé, malgré certains passages un peu psychédéliques, un peu films d'auteur qui en perdront certains. Il y a de l'humour, mais c'est pas non plus la fête du slip, ça vous fera pas rire aux éclats, c'est juste qu'il y a des petites légèretés très agréables et très appréciables. Et puis rien que pour les chansons, qui sont très bien écrites et très bien orchestrées, ça vaut le coup de regarder le film. Et vraiment les paroles, elles sont très poétiques, très sombres, ça parle constamment de la naïveté, de la sensualité, de l'envoûtement et de la mort, des thèmes qui sont tout à fait rattachés au domaine des sirènes, puisque je le rappelle, à la base du mythe, elles attirent les marins pour les dévorer. Et alors mes trucs que j'avais pas vu venir du tout, c'est une adaptation du conte La Petite Sirène d'Andersen. Alors, on retrouve toutes les mythologies qui sont évoquées dans le conte, que ce soit les transformations ou les malédictions liées à l'amour entre un homme et une sirène. J'en dis pas plus, mais en tout cas je trouve ça sympa qu'un film comme celui-ci prenne en compte un élément de la culture populaire et le remixe à sa sauce, quoi. Donc voilà, The Lure, un film délirant, musical, un peu gore, que je vous recommande vraiment si vous êtes fan de musique électronique et de femmes qui sentent le poisson. Realive, le cancéreux qui se fait cryogéniser pour braver la mort et se réveille dans un futur aseptisé aux allures de purgatoire. Can you remember? Do you remember your life? This anxiety never goes away. Alors ce film, je vais vous en faire une description assez schizophrène, mais je vois pas comment faire autrement. D'un côté, je l'ai trouvé touchant, émouvant, magnifique, et j'ai même occasionnellement versé une petite larmiche. Mais d'un autre côté, je l'ai trouvé très grossier et pas subtil.
Alors c'est pas une question de film découpé en deux parties, où on a par exemple le début qui serait sympa et la suite qui est très décevante, c'est un tout. Et en fait, si je devais trouver un mot pour résumer le concept, il faudrait mélanger putaclic et tire-larme. Ça donnerait putalarme. Alors pour résumer, c'est un scénario articulé en deux époques. On suit en parallèle les derniers moments de vie de notre héros au 21e siècle, ses interactions avec ses proches, juste avant de se mettre au frigo. Alors tout ça structuré en miroir de sa réanimation dans le turfu, où il devra subir de lourdes séances de rééducation avant d'être enfin présentable devant les caméras du monde entier, du fait qu'il est le tout premier être humain ressuscité et que ça doit servir à un plan marketing visant à faire bourgeonner le business de la réanimation. Alors là où ça fonctionne très bien, c'est dans l'ironie de la situation. Où d'un côté on a un mec effrayé par la maladie qui préfère mettre fin à ses jours prématurément pour éviter de passer des moments pénibles à souffrir dans un hôpital et se bourrer de médicaments pour repousser l'inévitable. Tout ça pour finalement découvrir qu'une fois ramené à la vie, non seulement il subit le fait d'être en permanence assisté pour retrouver le minimum de ses facultés motrices passées, mais surtout, ce qui est le plus pertinent, c'est qu'il perd totalement son indépendance et que son existence est entre les mains de l'entreprise qui l'a fait revenir du néant. Donc des thématiques ultra intéressantes, c'est interprété avec beaucoup de justesse, c'est poétique, romantique, tragique. Donc en résumé, tout ce qui devrait constituer le parfait petit film d'anticipation bien comme il faut. Mais... bordel, comment ça y va avec des gros sabots? Alors d'abord, il y a cet aspect philosophie de comptoir, à coups de flashbacks sur des moments de vie heureux, saupoudrés d'une voix off qui nous explique tout ce qu'on doit ressentir, avec des phrases toutes faites, du genre « Quand on est enfant, le temps passe si lentement, tout paraît si intense, pourquoi on n'arrive jamais à retrouver cet état de plénitude quand on grandit et qu'on doit payer des factures ?» Donc déjà, on plonge la tête la première dans un nostalgisme primaire, on est bombardé d'imageries supposées nous rappeler notre enfance heureuse de jeune occidental caucasien, notre premier baiser avec la jolie fille du lycée, et puis ces soirées passées après le boulot à faire la teuf dans des boîtes de nuit super branchées avec nos potes. Et en fait, je trouve que c'est une représentation un petit peu trop archétypée, un peu trop calibrée et représentative d'un bonheur à l'occidental, qui cherche un peu trop à caresser le public visé dans le sens du poil. Et du coup, je trouve que le scénariste, en voulant tisser une belle histoire pour ce personnage et nous créer de l'empathie, en fait, on se retrouve tout simplement avec une pub pour du yaourt. Alors toutefois, il serait quand même dommage de vous priver de ce film qui est quand même assez intéressant, malgré son formatage un peu fat. C'est bien rythmé, c'est divertissant, ça aborde des thématiques poignantes de dramaturgie, et le montage en miroir qui permet de mettre en parallèle les deux époques permet vraiment des révélations très intéressantes et bien amenées. Donc voilà, malgré tout, je vous invite tout de même à regarder Real Life parce que c'est excellent sur bien trop d'aspects pour que vous vous en passiez, ça peut peut-être vraiment vous toucher. En tout cas, moi ça a eu le don de me toucher et de m'énerver à la fois. C'est excellent sur bien trop d'aspects, malgré son formatage publicitaire. Grave, la jeune étudiante en école vétérinaire qui découvre le plaisir de la viande humaine. On termine en beauté avec le film franco-belge qui n'a laissé personne indifférent. J'avais vraiment peur de l'aspect francophone doublé de la patte film d'auteur, mais bon, je valide. Voilà, c'est super bien joué, c'est même bluffant comment c'est trop bien joué. Superbe direction d'acteur, rien à redire. Justement, en fait, les dialogues font pas écrit, c'est ça qui fonctionne bien, on a une sorte de sentiment quasi documentaire, on est au plus proche des personnages, et c'est un excellent moyen de s'investir dans l'histoire avec eux. Et l'histoire, justement... faut nous la faire gober, parce que c'était facile de se viander avec un sujet pareil. On a donc Justine, qui est issue d'une famille de vétérinaires végétariens et compte bien faire honneur à la tradition. On suit son parcours dans cet univers déjà bien glauque, à base d'animaux disséqués et de fœtus de veaux qui font la gueule dans du formol. Et c'est suite à un certain concours de circonstances tout à fait improbable, qui commençait pourtant naïvement par une soirée épilation du maillot entre filles, que notre Juju découvrira son attirance pour la chair humaine. Et c'est brillant, c'est nouveau, aucune histoire de cannibalisme avait déjà été traitée comme ça. Il y a vraiment un savoir-faire dans l'écriture du scénario pour réussir à nous faire avaler de ces couleuvres. Et ça passe très bien, malgré quand même quelques moments qui laissent un petit peu la vraisemblance de côté, je trouve. Par exemple, notre héroïne cache super mal son petit penchant morbide, et je trouve que c'est assez hallucinant d'imaginer que personne ne l'ait dénoncé, alors que t'as l'impression que tout le monde est au courant de son hobby. Le film montre un univers assez réaliste, mais quand même dans un microcosme presque en autarcie du reste du monde, on est dans une ambiance étudiante avec du bizutage, du groupe qui se mélange pas avec les autres, et même si c'est un peu abusé, surtout quand on y réfléchit a posteriori, pendant le film on sort pas de l'histoire. Et alors, surprise que j'ai pas du tout vu venir, c'est l'humour ultra présent qui enrobe les dialogues et toute l'ambiance du film. Je dis bravo à la bande-annonce parce que c'est quand même une sacrée petite menteuse, celle-là. Toutes les scènes qu'on voit, tous les plans,
sont complètement utilisés hors contexte et c'est super impressionnant. Il y a notamment ce petit extrait où on voit une nana qui s'approche de son entrejambe avec une paire de ciseaux. Et ce plan-là, ça me laissait vraiment présager d'un truc hyper malsain au niveau du bizutage, sauf qu'en fait, pas du tout, c'est juste deux frangines qui passent une soirée à s'épiler la toison. Bon, c'est sûr qu'après, moi, je passerai pas une soirée à m'épiler avec quelqu'un de ma famille, mais... En fait, j'avais l'impression que le bizutage aurait une place vachement plus importante et que ce serait un élément clé, qu'il y aurait une histoire de lynchage et de vengeance. J'imagine que ça provenait aussi de son titre grave, que tout le monde à Gérardmer arrêtait pas de prononcer grave, parce que tout le monde pensait à I Spit on Your Grave. Mais en fait, rien à voir. Et le bizutage est plutôt montré avec beaucoup de légèreté, en fait. Parce que l'héroïne a jamais vraiment l'air de le subir, elle l'accepte, et ça passe vraiment pour un rite d'initiation. Bon, même si personnellement, j'ai un avis très tranché sur la question, pour moi le bizutage c'est une pratique qui m'insupporte. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il faut pas trop vous fier à la bande-annonce, elle révèle pas tellement la véritable ambiance du film. Grave, c'est un film qui est drôle, c'est sur l'adolescence, c'est sur la découverte de soi, les excès, l'amour, la mort, et du coup, oui, c'est sur le cannibalisme, donc ça reste quand même dégueulasse et dérangeant à souhait, mais super marrant. Allez voir Grave, c'est une super occasion d'encourager le cinéma fantastique francophone qui est très très rare et c'est dommage. Ainsi se termine ce 24e festival du film fantastique de Gérardmer, année excellente, sans doute la meilleure que j'ai pu faire. Personnellement, je retiendrai un petit trio de tête, avec notamment Jig Robot, pour son humour et son action décapante, The Girl with All the Gift, pour sa réalisation et sa musique aux petits oignons, ainsi que pour la manière très originale dont il traite un sujet déjà vu 1000 fois, et bien évidemment Grave de Julia Ducournau, qui est un petit coup de cœur, un excellent film franco-belge, avec d'excellents acteurs et surtout beaucoup d'humour. C'est un film gore, il faut s'accrocher, mais ça reste divertissant, donc je vous invite vraiment à le voir si vous avez le cœur pas trop sensible. Voilà, pour terminer, je parlerai brièvement de la chaîne. Rassurez-vous, il y a un épisode de On va faire court qui est toujours en préparation, il est tourné, il est en train d'être monté, ça prend plus de temps que prévu, mais l'épisode existe, il sortira prochainement dans l'année, je l'espère. Et surtout, pour terminer, je précise que nous serons présents, moi-même et Lucie, au festival Les Historiques à la forteresse de Montbazon, les 22 et 23 juillet 2017, où nous présenterons une conférence le dimanche qui traitera de cinéma et d'histoire, bien évidemment. Nous espérons vous y retrouver nombreuses et nombreux. Sur ce, je vous dis à ciao et à bientôt. Puis ce sera jamais pire que la lettre d'amour au cinéma fantastique d'Elsa Zierder. Et c'est pour ça qu'à chaque fois il laisse un petit mot avec marqué Sam Wozir pour souligner, et certifier, et signer, et emballer ses pesées. Et ben, le spectateur, alors de niche, hein, qui... Donc c'est un petit peu dommage, je trouve, quand tu fais un film et que tu révèles que c'est inspiration 4ème dimension, que tu mets des petites références à Silent Hill partout, ça fait que quand tu t'y... Surtout que c'est réalisé par un Français et que, je le rappelle, c'est bien de soutenir un petit peu le cinéma fantastique en France qui a un petit peu... une simple soirée maillot épilation, non, c'est pas du tout ça, c'est juste deux frangines qui s'épilent le maillot dans une soirée tout à fait conviviale.